Gerhard Mann, vous êtes professeur émérite de l'Université de Strasbourg et votre dernier livre, le voilà, Dérive, divagation et dévoiement, comment les idéologies défendent la langue et la culture, publié par l'Artilleur. Le livre vient de sortir, oui, c'est ça, C'est ça, oui, en il est effet. sorti en mai. Alors, votre spécialité est 18e siècle, littérature française du 18e. Mhm, Ça, c'est évidemment pas votre spécialité. mhm. Donc, première question, pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu le titre? Donc, je répète, dérive, divagation et dévoiement. De quelle dérive, de quelle divagation et de quel dévoiement s'agit-il? Puisque le sous-titre est Comment l'idéologie défend la langue et la culture. Bon. Le titre, évidemment, est nécessairement imprécis, ou du moins il brasse très large, puisque je tente de scruter les dérives, les divagations, les dévoiements un peu dans tous les secteurs de ce que l'on appelle communément la culture. Euh, et le sous-titre, lui, est beaucoup plus précis, évidemment, c'est comment les idéologies défendent la langue et la culture. Et il s'agit pour moi de passer en revue, en quelque sorte, un certain nombre de secteurs de ce monde de la culture pour y détecter ce processus de dérive, disons, générale à l'œuvre. Euh, le premier secteur, si j'ose dire, mais ce n'est pas un secteur, bien sûr, c'est beaucoup plus vaste. Le premier secteur qui s'offre au regard de tout le monde, ou plutôt à l'oreille de tout le monde, c'est évidemment la langue telle qu'elle est actuellement parlée. Il m'est apparu, comme à beaucoup de gens d'ailleurs, que les langues européennes en général, et le français plus particulièrement bien sûr, se dégradent à une vitesse accélérée, et que quelques comparaisons nous permettent, quelques plongées dans les archives sonores nous permettent de constater de façon absolument irréfutable cette dégradation que seuls quelques linguistes ou que seuls les linguistes professionnels continuent à nier. C'est donc d'abord les premières parties de mon ouvrage sont donc consacrées au délitement de la langue sous différents effets, pour différentes causes. La principale étant naturellement le déploiement de l'économie planétaire et le passage en force de ce qu'on appelle le globish, c'est-à-dire une espèce de salmigondie anglo-saxonne qui s'est emparé de vastes secteurs et qui produit naturellement ses effets délétères sur l'expression des langues européennes de manière générale, des langues mondiales, je crois d'ailleurs, ce qu'on peut appeler les langues vernaculaires. Ce sont en fait les langues vernaculaires qui sont toutes attaquées centralement, massivement par ce discours managérial. Cela dit, ce n'est pas là l'objet de mes réflexions, car je laisse ça à des gens plus compétents que moi. C'est un domaine que je connais mal, j'en constate simplement les effets. Je me suis plutôt concentré sur ce que je connais un peu mieux, à savoir sur ce que j'appelle la néo-contestation, que je distingue soigneusement de la contestation historique. J'appelle contestation historique, bien sûr, la contestation politico-sociale telle qu'elle a pu se développer depuis le milieu du XIXe siècle et telle qu'elle a perduré jusque dans les années 1950, disons environ. D'accord, je vous interromps un tout petit peu. Oui, donc, Je vous en prie. oui, donc vous parlez, alors, donc vous parlez de ce langage dans le contexte d'une contestation politique. Oui, c'est ça. Oui, oui, absolument, oui. D'accord. Alors, pourriez-vous nous donner juste quelques exemples de langage, disons, délétère, c'est votre terme, euh, qui apparaît dans les nouveaux types de contestation et qui n'existait pas auparavant dans les anciens types de contestation. Alors, je dirais, simplifions les choses pour qu'elles soient compréhensibles. Globalement, je qualifie de discours woke, disons, je pense que tout le monde sait à peu près maintenant ce que cela signifie, hein. Je qualifie donc de discours woke l'ensemble de ces nouveaux termes qui surgissent, l'ensemble de ces nouvelles manières de s'exprimer qui surgissent dans la contestation et qui paraissent généralement très étranges,
à tous ceux qui, disons, viennent ou au moins ont été témoins ou ont connu le discours contestataire traditionnel. Bon. Ce discours que je qualifie de woke, eh bien, nous voyons surgir dans ce discours que je qualifie ainsi, à la suite de nombreux autres analystes, bien sûr, dans ce discours que je qualifie de la sorte, nous voyons surgir des termes tout à fait nouveaux que nous ignorions jusqu'à présent, et je constate que de façon évidente, toute cette terminologie provient massivement des États-Unis et de la langue anglo-saxonne. La langue anglo-saxonne et plus particulièrement de la langue telle qu'elle s'élabore maintenant sur les campus américains, qui sont le lieu privilégié de cette néocontestation qui reflue maintenant et depuis un certain temps sur l'ensemble du vieux continent. Je vous interromps de nouveau. Donc, alors, on va donner un exemple ici, parce que ça m'intéresse en particulier. Vous parlez, par exemple, de l'imposture d'une graphie prétendument inclusive. Et justement là, c'est très intéressant parce que moi, comme je viens des États-Unis, là, on parle d'un langage inclusif, mais ce qu'on appelle aux États-Unis langage inclusif est vraiment différent de ce qu'on appelle en France écriture inclusive. Donc, parlez-nous un peu de cette écriture inclusive en France. Oui. Alors, il est vrai que ce sont deux choses qui ne sont pas différentes, mais parallèles. C'est-à-dire que le discours politique actuel, nous contraint, en quelque sorte, à parler une nouvelle langue qui est qualifiée d'inclusive et qui, par conséquent, est une langue qui exclut par principe un certain nombre de termes, de façons de s'exprimer, de syntagmes qui étaient d'usage absolument courant, y compris dans la langue populaire. Ces termes n'ont plus droit de citer et nous devons les remplacer impérativement par les mots que nous impose, disons, cette nouvelle idéologie. J'en donne de nombreux exemples dans mon livre. Disons tout simplement maintenant qu'on n'a plus le droit de dire une prostituée, il faut dire une travailleuse du sexe, ce qui est quand même assez hilarant et assez consternant. Autre chose est l'écriture inclusive. L'écriture inclusive, l'écriture prétendument inclusive, dont je montre au passage qu'elle est en réalité très exclusive, cette écriture inclusive est une écriture complètement artificielle qui a été élaborée par quelques universitaires en mal de reconnaissance et qui consiste, comme vous le savez, à modifier la graphie ordinaire et surtout à la compliquer de façon tout à fait extraordinaire, hein, de sorte que la simple lecture d'un texte écrit en écriture inclusive devient une épreuve, disons d'abord cognitive, parce que ça devient très difficile à comprendre. C'est d'abord une épreuve visuelle en fait, oui, parce qu'il y a tous ces points partout. Alors bon, je suppose que notre auditoire est français, donc ils savent de ce dont on parle, alors qu'aux États-Unis, ça n'existe pas, cette écriture avec le point. Bon, d'abord, le genre en anglais est beaucoup moins présent qu'en français, donc. Mais alors, je voulais dire le genre grammatical. Oui, le genre grammatical, oui, en effet. Mais en plus, aux États-Unis, c'est ça la bizarrerie, puisque le terme d'inclusif vient des États-Unis, mais il est venu tout en étant modifié, parce qu'aux États-Unis, on parle de langage inclusif, et qu'est-ce qu'on comprend par ça? Par exemple, pour que moi je sois inclusive, je dois inclure dans la catégorie de femmes aussi la catégorie d'hommes. Ce qui est évidemment c'est une aberration logique, mais donc ça se passe au niveau conceptuel. Par exemple, moi, quand j'écris mes romans, Microsoft Software me dit, si j'emploie le mot femme, me dit, peut-être vous pourriez être inclusive et employer un autre mot, personne, par exemple, pour que je sois inclusive. Donc ça se passe au niveau conceptuel. Alors que, bon, en français, c'est une autre chose, ça se passe au niveau grammatical, du genre grammatical femme-homme. Donc, il faut. Oui, alors, non, en France, en réalité, il se passe la même chose, mais avec les modifications qui sont rendues nécessaires par le fait que c'est une autre langue, naturellement, avec une autre structure grammaticale. Mais pour en revenir à votre question sur l'écriture inclusive, vous avez parfaitement raison. Elle est d'abord extrêmement choquante à la vue. Elle est extrêmement choquante donc au plan esthétique, tout simplement. Ça fatigue les yeux, tous ces points. Elle est
ensuite complètement déroutante et elle demande un Mhm. apprentissage, ce qui fait que déjà, pour cette raison, elle ne peut pas être qualifiée d'inclusive puisqu'elle exclut tout simplement de sa compréhension l'immense majorité de la population. Si vous donnez à l'immense majorité de la population à lire un texte en écriture inclusive, ils se demandent ce que c'est. Par conséquent, c'est une écriture exclusive. Elle est encore exclusive pour toutes sortes d'autres raisons que j'explique dans le livre et qui sont assez évidentes. Par exemple, que maintenant, si on l'appliquait à l'école, Dieu merci, il n'en est pas question pour l'instant, quoique on insiste, ces idéologues insistent beaucoup pour que ça se fasse. Si on l'appliquait à l'école, pardon, il faudrait donc que les élèves apprennent 2 écritures à la fois, parce qu'il faudrait qu'ils apprennent l'écriture classique pour pouvoir lire les livres qui sont écrits dans l'écriture classique, enfin classique ordinaire, et il faudrait qu'ils apprennent à côté l'écriture inclusive. De toute évidence, cette partie de la population qui a déjà quelques difficultés avec la langue française, avec la langue écrite, avec la grammaire, avec l'orthographe, etc., serait pénalisée de surcroît si elle devait apprendre une deuxième langue. Cette deuxième langue, ça pourrait amuser beaucoup les petits virtuoses, les enfants de la bourgeoisie, qui pourraient s'amuser avec ça assez facilement, mais pour l'immense majorité des élèves, ce serait une complication terrible et ça ne ferait donc que creuser les inégalités que les gens qui la promeuvent, cette écriture inclusive, prétendent combattre. On est donc en complète contradiction entre la fin recherchée, entre le but recherché et le résultat effectif. D'accord. Alors, une dernière question. Puisque vous habitez à Strasbourg Mhm. et puisque vous avez enseigné à Strasbourg, Mhm. je voudrais juste vous provoquer pour que vous nous parliez un peu du théâtre. Vous avez un petit chapitre dédié en particulier au Théâtre national de Strasbourg et vous avez une attitude très critique vis-à-vis de celui-ci. Alors expliquez-nous pourquoi. Oui, alors j'ai en effet consacré un chapitre au Théâtre national de Strasbourg, qui est une institution, je rappelle, c'est un théâtre national, donc subventionné par le ministère de la Culture, qui est de surcroît une institution assez prestigieuse, puisqu'elle est dotée d'une école de théâtre réputée. C'est sur cette institution que je me suis penché dès lors que j'ai constaté qu'il était devenu quasi impossible, lorsque l'on regarde le programme, la programmation de ce théâtre, il était devenu quasi impossible d'y découvrir la représentation d'une pièce de théâtre au sens classique du terme de pièce de théâtre. J'en profite tout de suite pour dire que naturellement, je me suis concentré sur le Théâtre national de Strasbourg parce qu'il se trouve que j'habite dans cette ville, mais que le phénomène que je note, c'est un phénomène général. Ça se passe naturellement un peu partout ailleurs, dans les théâtres provinciaux et aussi à Paris naturellement. Bon, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a un changement complet de paradigme dans la culture, puisque maintenant une institution qui est en principe faite pour révéler le grand patrimoine théâtral français ou européen ou mondial même, trahit complètement ses missions et nous présente toutes sortes de spectacles, parce que toutes sortes de spectacles, sauf à peu près, on peut le dire de façon, ce n'est même pas outrancier ce que je vais vous dire là, on peut dire qu'on y voit toutes sortes de spectacles, sauf des pièces de théâtre. Sauf ce qu'on a toujours appelé traditionnellement des pièces de théâtre, tout simplement. Bon, c'est donc un immense répertoire qui est tout à fait effacé. Alors, quand vous dites toutes sortes de spectacles, je pense, vous pensez au monologue, par exemple, Alors, il y a ou... des monologues, il y a des dialogues, il y a des mises en espace, il y a des spectacles essentiellement axés sur la musique, par exemple. Il y a des déclamations idéologiques aussi, tout simplement. On croirait lire des manifestes politiques plutôt que de voir représenter une pièce de théâtre. On a naturellement des vidéastes, des montages de toutes sortes, des triturages de textes. On ose nous dire que nous allons assister à une Antigone d'après Sophocle, etc., etc. Bref, tout, à peu près tout, sauf la représentation d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire sauf l'activité qui est en principe l'activité qui devrait être celle d'un théâtre, et a fortiori d'un théâtre national subventionné par le contribuable.
D'accord, je comprends. Alors, ce serait intéressant de voir la réaction du directeur du Théâtre National, c'est une elle, il ou Oui, elle, oui, enfin, peu importe. peu importe. Non, Mais non, je dis peu importe parce que précédemment c'était un homme et maintenant c'est une femme. Mais enfin, non, le mais je veux dire, discours est le bon, même. Le ce serait discours est le même. intéressant de voir la Mm, réaction de cette mm, personne à votre oui, critique. Bon, on pourrait lui envoyer cet enregistrement, ou sinon votre livre si elle le reçoit. Bon, alors on va finir ici. Donc, j'annonce à notre auditoire qu'il y a un autre enregistrement avec vous que nous avons fait, mais celui-là est juste audio. On a parlé d'un seul chapitre de votre livre, mais on a parlé en détail. C'était le chapitre où vous critiquez Annie Ernaux, l'œuvre d'Annie Ernaux que vous avez lu intégralement. Je crois que vous oui. êtes peut-être la seule personne au monde à avoir lu son œuvre intégralement. Et là, on a cet Mais enregistrement il est possible qu'il n'y ait pas beaucoup de audio. masochistes de mon genre. Oui. Bon, donc voilà, Dérive, divagation et dévoiement, livre publié par l'Artilleur, qui est sorti au mois de mai. Au mois de juin, plutôt au mois de Juin. juin. Ah, et une autre chose que je voudrais annoncer, il y aura dans Le Figaro, très bientôt, au mois d'août, une présentation de votre livre avec ce qu'on appelle un grand entretien, présentation dans laquelle vous allez répondre à certaines questions, Oui, si j'ai bien compris. en effet, Le Figaro m'a contacté pour disons, intervenir dans le cadre de ce qu'ils appellent un grand entretien, c'est-à-dire un jeu de questions-réponses. Je répondrai bien sûr, enfin j'ai déjà répondu parce que ça se fait par écrit bien sûr, j'ai déjà répondu aux questions qui m'ont été posées par l'équipe éditoriale du Figaro. Sur ce, Pierre Hartmann, je vous remercie de cet entretien.